Un café, s'il vous plaît. Un café pour la table 6. Ligne droite, Combien je vous dois? C'est beaucoup trop cher. l'addition. L'addition ce matin avec Stanislas Rigaud, bonjour. Bonjour Maud, bonjour à toutes. À toutes, toujours. Pas tous. Il y a un petit quota d'hommes en fait ici, il me rend tout petit. On va commencer peut-être avec cette actualité vraiment morbide, la mort de Philippine et puis cette arrestation de l'auteur présumé marocain, 22 ans, au QTF. Enfin bref, c'est toujours la même litanie, Stanislas Rigaud. Toujours la même chose, c'est 2 ans après l'affaire Lola, rien n'a changé, rien n'a bougé, on a les mêmes réactions indignées. Alors évidemment, il y a des points positifs à cette affaire. Le seul point positif, c'est que pour une fois, on comprend que la gauche ne pourra pas nous faire le sketch de la récupération, que le pouvoir en place est gêné et mal à l'aise vis-à-vis de ce qui se passe. Mais en réalité, rien n'a changé, les OQTF ne sont pas expulsés, les étrangers continuent de semer la mort dans notre pays sans impunité. On a en plus ici un double problème, le problème du laxisme judiciaire, puisque cet individu, cet étranger sur notre sol, a déjà commis, il me semble, un viol en 2019 et il a été relâché alors qu'il devrait courir en prison et ne pas avoir la possibilité de sortir. Et puis évidemment le problème de l'immigration. Mais je suis scandalisé d'autant plus que quand l'affaire Lola éclate, on se fait taxer, on se fait insulter, on se prend des procès, et d'ailleurs par des gens de notre camp, des gens qui veulent se la jouer bonne âme, qui nous expliquent gentiment qu'on n'a pas à faire ça, c'est la récupération, qu'il faut penser évidemment d'abord au camp médiatique et aux réactions médiatiques plutôt que de penser aux victimes. Et moi je suis de très très mauvaise humeur ce matin, je trouve ça absolument scandaleux, sans hypocrisie. Nous sommes levés pour Lola, nous sommes levés pour Mathis, nous sommes levés pour Alcette Dorier, nous allons continuer de nous lever, mais à quel prix, puisqu'en réalité rien ne change. Là aujourd'hui nous avons un nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, j'espère qu'il agira, j'espère que dès aujourd'hui il dénoncera avec force les OQTF et qu'il mettra en œuvre les moyens nécessaires pour expulser ces gens-là, réduire et arrêter, pas réduire en fait, pareil, il faut arrêter en fait, il faut pas réduire l'immigration, il faut l'arrêter, il faut pas rétablir de la fermeté, il faut l'imposer. Et donc je pense que monsieur Retailleau a un chantier devant lui qui est tout trouvé et j'espère qu'il s'y mettra dès maintenant. Stanislas Rigaud, vous êtes pour une immigration zéro ? Mais oui, il faut arrêter évidemment, dans les faits, l'immigration zéro n'existe pas, mais il faut évidemment tout mettre en œuvre pour. Il faut arrêter. Légal et illégal. Mais légal et illégal, parce que on est sur une espèce de sketch là de oui, on va réduire, on va amender. Non, il faut arrêter. En fait, là, on peut plus se permettre parce qu'on est dans une situation d'urgence. J'ai vu plein de réactions, c'est pour ça que ma réaction s'inscrit dans celle de beaucoup de gens. Mais une des réactions évidentes, c'est dans quel pays du monde tolère-t-on qu'une fille, une jeune fille de notre pays, puisse être violée par une personne qui est récidiviste, qui n'a pas ses papiers et qui, en plus, sous un mandat de justice, qui appelle son expulsion. Aucun pays du monde, aucun. Donc en fait, on a un pays de pleutres. On a un pays où en fait, on laisse nos propres filles se faire, nos propres femmes, nos propres amis se faire violer sur notre sol, enterrés au bois de Boulogne. Enfin, on parle pas d'une zone de non-droit, le bois de Boulogne. On est ici dans vos studios, nous sommes à quelques kilomètres. Et c'est pas une zone de non-droit, le bois de Boulogne. Mais ça le devient. Donc oui, il faut évidemment avoir des mesures drastiques. Mais encore une fois, pour une raison très simple, situation d'urgence, mesures d'urgence, fermeté, radicalité. À un moment donné, il faut s'y opposer de façon ferme. Alors, votre indignation est bientôt, bien sûr, partagée. Alors, pas par tout le monde, parce que ce sont effectivement toujours les mêmes réactions, toujours les mêmes personnalités qui réagissent, qui s'indignent, etc. Mais est-ce qu'un jour, on atteindra un point de rupture ? On pensait l'avoir atteint avec Lola. On se souvient de cette émotion qui avait quand même été massivement partagée, même si derrière, finalement, les mobilisations avaient été moindres, en réalité. Vous vous en souvenez très bien, c'était Éric Zemmour, à l'époque, qui avait organisé une manifestation. Finalement, il avait donné le bébé un peu à l'Institut pour la justice, parce que ça gênait d'autres partis politiques de s'associer, Éric Zemmour, etc., simplement pour partager une émotion. Est-ce que un jour, ce point de rupture va arriver ? Je sais pas, vous voyez, j'ai un excellent ami... Paul, pour ne pas le citer, avec qui nous parlons de ça depuis des années. Et après Lola, on s'est dit, c'est bon, le point de rupture est arrivé, mais on a eu la même réaction pour le père Amel, on a eu la même réaction pour Thomas Crépol, etc. Donc, malheureusement, je ne sais pas s'il arrivera, et surtout, j'espère qu'enfin, on va pouvoir arrêter de faire semblant de faire des calculs quand il y a ce genre de drame. C'est-à-dire que j'ai vu, et je crois savoir que notamment Alice Cordier essaie de faire un rassemblement ce dimanche à Paris. J'espère que personne ne va se la jouer vierge et farouchée en disant ah oui, mais c'est le collectif Némésis. Enfin, pardon, moi, ça peut être truc, muche, machin, qu'importe le monde qui l'organise. Je pense qu'il faut évidemment appeler à y aller et que toutes les personnes qui peuvent y aller doivent en être, sans sortir de ses lorgnières. Liselott Dutreuil. D'autant
D'autant plus que la gauche n'a aucun mal, justement, à, elle, se rassembler, quitte à exclure même certains partis, mais la gauche n'a aucun mal à s'unir, y compris avec le centre, y compris avec des députés d'Emmanuel Macron qui arrivent à s'afficher derrière une banderole avec des députés LFI, donc on ne devrait pas avoir de mal à faire ça quand il s'agit juste de la vie d'une enfant qui a été ôtée par quelqu'un qui n'aurait pas dû être là. L'autre chose, c'est que, donc, vous en parliez avec votre amie, moi j'en parlais avec ma petite sœur hier, qui était particulièrement troublée, et elle me disait mais Liselotte, qu'est-ce qu'on peut faire, et le constat c'était de se dire mais en fait on est en train de devenir une société complètement anesthésiée, parce que pour se protéger psychologiquement, pour pas devenir tous fous collectivement devant ces horreurs qui sont, mais si c'est pas commis toutes les semaines, c'est tous les mois, c'est abominable, pour pas devenir fous collectivement, et ben en fait il y a une espèce de biais psychologique où on finit par se dire ok, on intègre que ça va faire partie de notre quotidien et que désormais ça marche comme ça, et je pense qu'il faut absolument lutter contre cette banalisation, cette espèce de normalisation d'un état qui abominable en fait, d'insécurité, de peur, d'angoisse et d'horreur, parce qu'en fait c'est ce qui est en train de se passer. Quand on en parle aux Français dans la rue aujourd'hui, ils nous disent ah bah oui, bah c'est un de plus, c'est une de plus. Il y a la banalisation qui vient des Français. On en parlait hier avec Julien Rochdy justement, de cette différence aussi entre l'État qui ne réagit pas et la nation qui réagit pas non plus vraiment. Et on parlait aussi des partis politiques qui de droite, bien sûr, qui se laissent un peu porter maintenant par les événements, quoi. Ah bah je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire, Liselotte, et ce que tu viens de dire, mais ça devient tellement courant, courant et tellement de lâcheté. Et c'est les deux choses. C'est tellement courant, donc c'est vrai qu'on ne sait même plus où se positionner, parce que ce qui est arrivé malheureusement hier à Philippines, enfin ce qu'on a pris pour Philippines hier, malheureusement c'est quand même tous les jours. C'est même d'ailleurs pour le coup Bruno Retailleau, 1000 agressions par jour dans ce pays. Là on parle d'une action, encore une fois, qui s'est passée pas loin. Et puis deuxièmement, évidemment, la lâcheté des politiques et des journalistes, et puis qui se réveillent quand l'affaire fait du bruit, et là ils expliquent mais quand est-ce que ça s'arrête et tout, mais ça s'arrêtera, pardon, espèce de salopard, quand t'arrêteras de voter pour Valérie Pécresse, t'arrêteras de voter pour Macron, et t'arrêteras de nous expliquer que oui, monsieur Mignot à la justice c'est une bonne nouvelle et que c'est quelqu'un de très compétent. Non, c'est quelqu'un sûrement très compétent techniquement, mais qui nous explique que la justice c'est pas la justice il y a 2 jours. Enfin, c'est quand même là où est le problème. Mais quel timing! On a Lucie Castet qui voulait être Premier ministre, qui explique toujours que l'immigration n'est pas un souci, et Didier Migaud qui hier ou avant-hier, qu'importe, explique oui, la justice n'est pas la justice. Mais si elle n'est pas la justice, c'est que fait ce mec dehors, quoi. Enfin, faut arrêter le sketch encore une fois. Mais et il n'est pas le seul à dire ça justement. Ouais, on a fait une petite compilation des propos qui ont été tenus par différentes personnalités hier par rapport au laxisme judiciaire et à la justice. Bon, voilà, on va vous le faire écouter. Le laxisme de la justice n'existe pas. Il faut en convaincre celles et ceux qui le pensent. La justice n'est pas laxiste. Arrêtons ces vieux débats. La justice n'a jamais été aussi sévère qu'aujourd'hui. Le taux d'exécution des peines n'a jamais été aussi élevé. Juste sur l'immigration, vous étiez pour la régularisation de tous les sans-papiers. Moi, ce que je dis sur l'immigration, c'est qu'on a manifestement un problème d'accueil. Non, ma question c'est, est-ce que vous étiez pour la régularisation de tous les sans-papiers? Pour une régularisation des sans-papiers, oui. De tous les sans-papiers? Il faut que je regarde davantage, mais plutôt favorable à ça, oui. C'est-à-dire tous les sans-papiers ou seulement ceux qui travaillent ou... Tous les sans-papiers. D'accord, donc même ceux qui ne travaillent pas? Oui. Le principal problème des Français aujourd'hui, c'est pas l'immigration. Ah, c'est super. Voilà, un petit florilège. Alors, on avait Didier Migaud d'abord, puis Yael Braun-Pivet, ensuite Lucie Castet, et puis pour finir, Jean-Luc Mélenchon, évidemment. On a fait réagir Jean-Frédéric Poisson ce matin, justement, à cette déclaration de Migaud, d'abord, sur le laxisme de la justice, qui nous expliquait que... il n'est pas en désaccord totalement avec le nouveau ministre de la Justice, parce qu'en soi, c'est la justice française qui permet des remises de peine, qui permet une espèce de laxisme qu'il nomme autrement, quoi, en gros. Mais bon, voilà, ça ne dépend pas forcément des juges. En même temps, c'est on peut débattre de ça, mais pareil, en fait, vous savez, l'état de droit dans lequel nous vivons aujourd'hui, il n'est pas immuable, en fait. C'est pas le sacro-saint. Si notre état de droit ne permet pas de laisser en tôle un type qui a violé une femme il y a de ça 5 ans, bah c'est que notre état de droit n'est pas bon, donc il faut le changer. Et encore une fois, c'est cette fameuse phrase, mais très connue, c'est quand on veut, on peut, quand on peut, on doit. Et ben quand on voit des femmes se faire violer au bois de Boulogne et se faire enterrer, et ben on doit changer les choses. Et si notre loi ne le permettait pas, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, parce que les OQTF, encore une fois, on peut les appliquer. Hein. Bien sûr. C'est vraiment, là, on est vraiment dans le pur état de droit, c'est pas du fantasme d'extrême droite, c'est vraiment facile, il faut juste en avoir la volonté, ça coûte de l'argent, mais encore une fois, oui, ça coûte de l'argent.
Mais pardon, je pense que l'État français, au lieu d'engraisser l'Algérie, au lieu d'engraisser des pays surdéveloppés, ou au lieu de financer des associations pro-LGBT et compagnie, on ferait bien d'investir cet argent-là pour expulser ces gens-là. Et j'espère mais j'y crois très peu, hein, pour être franc, j'espère que ce sera l'une des priorités du gouvernement actuel. Marie-Faye Licon. Moi, je voulais revenir sur le meurtre de Philippine. Je pense que les familles jouent un rôle fondamental et sans elles, rien ne se fera. Et je crains que ce soit encore une fois pas le cas. C'est-à-dire que si la famille de Philippine n'est pas la première à se soulever, à vraiment m'écrier sa haine contre, en l'occurrence, un État qui a laissé faire, rien ne changera. C'est-à-dire que qui se souviendrait aujourd'hui de Julien Vincent si sa mère, Evelyne Rebert, ne s'était pas engagée dans le débat public, ne s'était pas engagée en politique, n'avait pas martelé sur la table que effectivement un clandestin soudanais, je crois, avait commis cet attentat. Qui se souviendrait, pareil, d'Alban Gervais si sa femme n'en parlait pas, qui se souviendrait de Philippe Monguillot si Véronique n'en parlait pas, sa femme. Enfin, franchement, sans la famille, rien ne se fera. Et en l'occurrence, j'ai peur que ce soit encore une fois un fait divers de plus, que la famille n'ose pas parler parce qu'elle est sous pression, on le sait. Ça a été le cas pour, par exemple, Mila, on s'en rappelle, ça a été le cas pour la famille Daviette, de Lola. Oui, absolument. Où le gouvernement a appelé les parents en leur demandant de ne pas faire le jeu de l'extrême droite. J'ai eu l'occasion et l'honneur de me rendre à Crépol et de discuter avec beaucoup de jeunes qui y étaient, de passer une soirée absolument magnifique avec ces gens-là. Ils viennent leur mettre la pression. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que l'État, les journalistes, la police, tout le monde, juges, c'est vraiment ne parlez pas. Et encore une fois, qu'il y a un temps de c'est évidemment plus que compréhensible. Et personne, je pense, autour de cette table ne saurait comment ils réagiraient à l'annonce d'un tel drame. Mais encore une fois, pareil, c'est un sujet d'État, c'est un sujet national, c'est un sujet qui certes est évidemment dans l'émotion, mais le but du politique, en tout cas le but des acteurs de ce pays, n'est pas de faire de l'émotion, c'est de faire de l'action, de mettre en œuvre des choses concrètes. Alors oui, il y a une part d'émotion, mais je crois qu'on doit en sortir absolument, non pas pour ne pas pleurer nos morts, mais pour en éviter. Oui, et la récupération politique doit mener à la responsabilisation politique. Exactement. C'est tout le but. Et là, on sait déjà que, ça y est, Sandrine Rousseau a déjà écrit, je pense, quelques heures après avoir découvert le corps de Philippine et avoir surtout appris qui était, enfin l'identité en tout cas de l'auteur présumé de ce massacre, a déclaré l'extrême droite, à faire le jeu de l'extrême droite, etc. Enfin bon, c'est juste insupportable. La réalité est d'extrême droite. Alors. La réalité est d'extrême droite. Bah oui. À ce moment-là, oui, on peut raccourcir les choses. Les réactions médiatiques aussi. Moi, j'attends le discours de Madame Vera Masson qui s'illustre à chaque fois de façon tout à fait ignoble. Alors là, on ne sait pas, peut-être que ce sera le petit chaperon rouge cette fois, la comparaison. Ah oui. Mais je l'attends de pied ferme. Ouais. C'est le grand méchant loup. Ou Patrick Cohen. Mais les deux en expliquant que c'est de la faute de Philippine. Mais pareil, quelque chose d'important, je pense, en tout cas que nous, personnes de droite, ou en tout cas réellement indignés par ce qui se passe, on a un devoir, c'est de mettre, de culpabiliser, mais parce qu'on le pense vraiment, toutes ces personnes qui votent pour Macron, Mélenchon et compagnie, et leur dire en fait, tu en es responsable pendant des années, si vos parents votaient Jean-Marie Le Pen, votent Zemmour, ou que sais-je, il y avait une pression de dingue en disant, mais vous votez pour des gens qui participent à la haine, et en fait, il y a 150 ans, il y a eu 3 meurtres, je sais pas. Et ben, il faut faire la même chose, il faut y aller pleine balle, il faut expliquer que quand on vote Mélenchon, quand on vote Lucie Castet, on vote pour faire rentrer sur notre sol des gens qui potentiellement seront les tueurs, les assassins, les violeurs de votre famille, de votre frère, de votre ami, etc. Il faut y aller pleine balle. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Je pense que là, les constats, on les a fait. Soit je suis venu ce matin en me disant, mais quelle est ma plus-value ? Ma seule petite plus-value, peut-être, c'est de dire, à un moment donné, il faut y aller pleine balle et ne pas avoir peur de le dire. Il faut y aller visage découvert, etc. Voilà, il faut y aller. Je pense qu'on n'a pas le choix de toute façon. Sinon, on sera peut-être les prochains. On va passer au sujet suivant, mais il y a quand même un truc qui m'intrigue, c'est l'émotion est-elle d'extrême droite ? Juste l'émotion. Ah non, l'émotion, elle est d'extrême gauche. Quand c'est Naël et que c'est un gamin issu de l'immigration, vous inquiétez pas, il y aura de l'émotion. C'est impressionnant quand même. Je sais pas si on se rend compte, pareil, mais ça, on en a parlé. Pareil, c'est une vérité de la palissade quasiment, mais l'affaire Traoré, c'est qu'on parle quand même d'une famille d'énormes voyous. Mais vous inquiétez pas, il y a des manifestations énormes. Mais vraie question, combien de gens de droite, ou même combien d'auditeurs, ou combien de personnes qui sur les réseaux se la jouent cow-boy de chez nous, seront dimanche présents s'il y a une manifestation. Non, d'accord. C'est toujours le même sujet. C'est très bien d'avoir des grands discours en soirée entre gens de droite, d'expliquer que là. Concrètement, que faites-vous ? Voilà, que faites-vous ? Voilà, il y a des choses à faire, bougez-vous un peu. On est bien d'accord. Stanislas Rigaud, ce sont les premiers pas de Bruno Retailleau qui arrivent donc dans un contexte un peu compliqué pour lui, enfin en tout cas sordide. Déjà ciblé, vilipendé par la gauche parce que trop conservateur, etc. Vous, est-ce que vous êtes satisfait déjà de cette nomination ? Écoutez, on verra.
Oui, mais en tant que tel, oui. Bruno Retailleau, il a un bon discours. Mais moi, les bons discours, vous savez, je me suis replongé dans La clause du peuple de Patrick Buisson, livre que je recommande à tout le monde, évidemment. Sarkozy aussi avait un excellent discours et on a vu ce que ça a donné. Donc, voilà, encore une fois, attendons. Ouais. Autour de cette table. Très bien. Je pense qu'on est tous dans pareil. l'expectative, De toute façon, vu l'actualité. Éric Zemmour qui vient de demander la dissolution d'SOS Méditerranée. Oui, on va en parler aussi d'ailleurs. Mais justement, on attend l'impulsion que va donner M. Retailleau à toutes ces demandes d'Éric Zemmour, mais plus largement juste des Français. En fait. D'ailleurs, on peut parler effectivement de la dissolution de. Alors, on passe vraiment du coq à l'âne, mais bon. C'est assez lié tout ça. Ce sont des solutions. Vous voyez, les 3 sujets qu'on vient d'aborder, l'assassinat horrible de Philippines. Pardon. Trop loin du micro. Oui, pardon. L'assassinat de Philippines. SOS Méditerranée et Bruno Retailleau, les 3 sont imbriqués, c'est-à-dire que c'est exactement le même sujet à la fin des fins, c'est cette immigration de masse. SOS Méditerranée, il peut, au prochain Conseil des ministres, dissoudre cette association, il peut, c'est-à-dire que c'est pas du tout, encore une fois, quelque chose lié au Conseil constitutionnel, à l'Europe, parce que, vous voyez, c'est aussi un sujet, parfois on dit, oui, mais il y a l'Union Européenne qui bloque et le Conseil constitutionnel, au QTF, dissolution des SOS Méditerranée, dissolution des groupuscules d'extrême gauche qui participent à la submersion migratoire. Ça se fait en Conseil des ministres, ça se fait très rapidement. Donc j'espère que Bruno Retailleau va le faire, j'espère qu'il va agir. Et s'il veut nous donner des gages, mais pas pour nous, parti politique, mais en tout cas pour nous en tant que Français, il a les mains libres, il peut le faire. Et je pense, encore une fois, qu'il ne faut pas confondre l'approbation médiatique et politique et l'approbation des Français. Moi je suis persuadé que si demain Bruno Retailleau, et d'ailleurs c'est presque un conseil, j'aurais presque envie de lui dire en tant que conseiller com ou je ne sais quoi, si tu expulses des milliers de QTF dans les 2 prochaines semaines, tu seras le ministre de l'Intérieur le plus populaire des 30 dernières années. Et sans aucun débat. Les gens l'attendent. Et encore une fois, je pense que sa clause de popularité, vous allez voir, je prends le pari et on se parle la semaine prochaine, sera plutôt dans les prochains jours. On verra. Enfin, vu ses déclarations. Je vous propose une toute petite devinette et après on peut poursuivre sur ce sujet évidemment, mais c'est une petite question d'actualité en fait. Ça a été dit hier soir sur BFM TV. Quelqu'un a déclaré: je vais reprendre des fonctions professionnelles comme beaucoup de Français, j'ai besoin d'un travail pour vivre, donc je suis en train de chercher un travail. Lucie Castet. Oui, Lucie Castet, Facile, qui cherche un travail. Donc on passe cette annonce sur Radio Courtoisie, évidemment. Qu'elle vienne en tant que chroniqueuse de gauche. On l'attend. Elle traverse la rue, sinon. Mauvaise, hein. Ah bah oui, tiens. Voilà, on est voilà. 61 boulevard Murat, n'hésitez pas. Marie Falicon, pardon, je vous ai interrompu, vous vouliez réagir. Non, sur la situation SOS Méditerranée, je voulais juste faire un point sur les chiffres. Ah oui, carrément. On sait que la ville de Paris, notamment en 2023, a attribué 100 000 euros de subventions à l'association SOS Méditerranée. C'est sur la seule année 2023. Et elle les finance chaque année depuis 2016. Donc chaque année, on peut se dire que depuis 2016, voilà, il y a à peu près 1 million d'euros qui est parti à SOS Méditerranée. 130 000 euros à Marseille. 130 000 euros à Marseille, effectivement, vendredi dernier, attribué par le conseil municipal, pour ne citer vraiment que ces 2 villes, mais sauf qu'il y en a beaucoup d'autres. Si on va sur le site d'SOS Méditerranée, on voit toutes les collectivités, donc à échelle régionale, départementale et puis locale, évidemment, dans les villes municipales, qui ont attribué des subventions à l'association SOS Méditerranée. Donc vraiment, je vous invite à y aller, c'est assez intéressant. Vous avez quasiment toutes les villes de France. Voilà. C'est très très impressionnant. Cher auditeur de Radio Courtoisie, si votre ville est dans cette liste, vous prenez votre téléphone, vous prenez votre ordinateur, vous faites un mail à la mairie en vous indignant et en leur expliquant que c'est scandaleux et qu'ils n'ont pas financé ça et que vous n'avez pas envie de financer ça avec vos impôts. C'est peut-être rien, mais je vous assure que si tous les auditeurs, et je sais qu'ils sont nombreux de Radio Courtoisie, tous les électeurs de droite mettaient la pression, je peux vous assurer qu'ils reculeraient. Nous, on ne le fait jamais. Regardez ce qu'ils font à gauche avec les Spleen Giant, etc. Ils nous mettent la pression et nous, on a peur. Donc, je vous assure, le nombre de gens qui reculent à cause de ça. Et ça fonctionne. SOS Méditerranée, le statut d'SOS Méditerranée, c'est une association. D'accord, donc ça se dissout facilement, une association, visiblement. On l'a vu quand même quelques fois avec les nôtres. Donc bon, c'est facile à faire. Donc, chers auditeurs, agissez, s'il vous plaît. Envoyez des mots de remerciement à Maud et toute son équipe, mais emmerdez aussi un peu les gens de gauche. Très bien, soyons militants. Stanislas Rigaud, un autre ministre, a déjà provoqué un petit scandale. Il s'agit du ministre de l'économie, en excluant le Rassemblement national du fameux arc républicain. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est l'arc républicain, Stanislas Rigaud? Je sais pas. Moi, je vous dis, mais franchement, avec de bonne foi, je m'en cogne royal, mais alors là, mais je suis très à l'aise là-dessus. Encore une fois, là où je suis très heureux, mais chaque jour que Dieu fait de connaître Éric Zemmour et de l'avoir côtoyé, etc. Mais comme il y a sûrement d'autres personnes, mais en tout cas, je pense que c'est le plus emblématique et le plus courageux là-dessus. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais c'est qui ces gens pour nous dire que vous êtes dans l'arc républicain ou pas? Franchement, moi, je considère que toute personne
qui permet la submersion migratoire de ce pays est très loin de l'arc républicain et en tout cas très loin de l'arc national. Parce que l'arc républicain, c'est un concept fumeux. Et encore une fois, on en a déjà parlé ici. Je pense que le sujet des années à venir, c'est cette tricardisation, mais qu'on s'impose nous-mêmes. Moi, je me considère ni dans l'arc républicain, ni pas dans l'arc républicain. Je m'en cogne royal. C'est à personne je considère que personne n'a à me donner de leçons de morale là-dessus. Enfin bref, voilà, moi, je m'en fous. Je trouve pas très Charlie. C'est amusant comme cet arc républicain est brandi comme si c'était vraiment le sujet phare, comme si les Français allaient s'inquiéter de savoir quel candidat ou non allait respecter la République, comme si aujourd'hui quelqu'un pensait encore que c'était la République qui était en danger, alors que aujourd'hui, du coup, les Français pleurent parce que eux se sentent en danger et ils le sont parce que je dis le sentent, mais je reprends les mots. Le sentiment. Voilà. C'est clairement pas un sentiment. Aujourd'hui, les Français pleurent parce qu'ils sont en danger. La République, c'est une espèce de concept qu'on brandit à tout va, comme si c'était un truc intouchable, un peu sacré, qu'il fallait préserver coûte que coûte. Aujourd'hui, la République, elle est synonyme de quoi? Elle est synonyme d'insécurité, elle est synonyme de Français en souffrance, qui ne se sentent pas écoutés, qui ne se sentent pas représentés. Alors, excusez-moi, mais bon, la République... En fait, c'est l'addition de Liselotte Dutreuil. On m'a dit, il faut parler comme si on était au bar. Bah, alors parfaitement raison, vous avez parfaitement raison, c'est très bien. Marine Tanicon. Ça va beaucoup plus loin en fait sur cet arc républicain. Moi je parlerai de Thomas Guénolé, on se rappelle de lui, un politologue, auteur d'un manuel de résistance à l'extrême droite, qui avait pris la parole en expliquant qu'effectivement il fallait interdire carrément le Rassemblement national. Mais c'était pas une phrase sortie comme ça, c'est ça qui est intéressant de vraiment voir. Hein. Il explique que c'est vraiment prévu par l'article L212.1 du Code de sécurité intérieure et donc que c'est possible, que c'est souhaitable et qu'il faut le faire. Enfin, il explique vraiment la procédure. Et ça, je pense que c'est d'autant plus inquiétant effectivement parce que Stanislas, je crois qu'on avait déjà eu cette discussion ici en addition où vous expliquez justement que non, Jean-Luc Mélenchon, l'extrême gauche, le Nouveau Front Populaire, la France Insoumise, quand bien même, enfin je veux dire, il faut les combattre là où là où on le peut, mais il faut pas les interdire pour autant, il faut pas les museler. C'est-à-dire que vous étiez dans une logique de liberté d'expression aussi. Et pas naïve, hein. Voilà. Faut pas être naïf vis-à-vis d'eux. C'est-à-dire qu'eux nous font aucun cadeau. Voilà. Il faut arrêter de leur en faire. Et puis, pardon, mais deux choses. Un, il faut arrêter d'être dans cette logique de vouloir toujours leur plaire et de dire ah, mais en fait, il est de LFI, il me considère, et il m'apprécie, il veut bien débattre avec moi. Mais il peut vouloir débattre avec nous. On peut le respecter de façon et débattre avec lui de façon courtoise. Il faut arrêter de leur faire des cadeaux, de vouloir leur plaire. Sûr. Et deuxièmement, si, comme j'en fais partie, on s'en fout de l'arc républicain, en tout cas, on considère que c'est un concept fumeux, il faut arrêter de vouloir rentrer dedans de fait. Il faut arrêter de vouloir donner des gages. Je pense qu'il faut arrêter. Je pense qu'on est. Je sais plus, l'une de vous qui a dit que c'était le réel qui était d'extrême droite ou je ne sais quoi. Oui, la réalité est avec nous. Le réel est avec nous. À quoi bon essayer de se contorsionner et pour plaire à des gens qui, de toute façon, nous détestent. C'est ça. Ils nous détestent. Sandrine Rousseau, ici sur ce plateau, on peut faire ce qu'on veut pendant 10 ans. Elle nous détestera. Mélenchon et sa clique, ils nous détestent. Alors arrêtons de vouloir leur plaire. Avançons, portons nos idées fièrement et surtout soyons dans la vérité et ayons le courage de le dire. Les attaquer, les combattre évidemment, les vaincre, mais pas les interdire en tout cas, à la différence de ce que prône ce politologue pour le Rassemblement national. Ouais. Je vous propose de deviner, c'est très original, qui a dit hier, c'est un homme politique, un député LR, le plus grand danger et la plus grande menace, c'est Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise. Un LR ? Ouais. C'était lors d'une rencontre avec des militants Les Républicains. LW. Ah, oui, mais Laurent Wauquiez, il est sympathique. Pardon, hein, moi je trouve que c'est sûrement un homme brillantissime, et c'est ce qui se dit en tout cas. Je le concède bien volontiers. Enfin, Laurent Wauquiez, pardon, au second tour des législatives, il a dit la même chose. Bah non, donc voilà, faut arrêter. Donc sortez un peu de vos calculs électoraux, et encore une fois, je vous assure que le choix de vos convictions, non seulement sera bon pour le pays, mais un jour ou l'autre, vous sera utile pour votre carrière. Enfin, vraiment, pour être très cynique, hein, si vous pensez à votre carrière, monsieur Retailleau, monsieur Wauquiez, assumez votre ligne très à droite et surtout, mettez-la en œuvre et ça fonctionnera. Et je vous prends un exemple, mais que je prends régulièrement. La ville d'Orange, tenue par les Bompard, ils la prennent en 95. Très à droite, hein, les Bompard, ils font pas semblant. Hein. Je vous invite à lire leur journal municipal, ils font pas semblant. Ils sont élus depuis 95. Ils avaient la Circo, ils ont la ville, etc. Enfin, ils ont tout. C'est comme Robert Ménard, c'est comme des gens vraiment. Toutes les villes où la droite gagne, la vraie droite, pas une droite de. Voilà. Ben, il la conserve parce qu'en fait, encore une fois, quand on assume tout, c'est payant. Donc c'est payant pour les concitoyens et c'est même payant pour votre carrière. Donc monsieur Wauquiez, si la plus grande menace de ce pays est Jean-Luc Mélenchon, au prochain second tour, aux prochaines législatives,
on vous ressortira cette phrase et j'espère vous appellera à voter pour tous les candidats face à eux. Sur cette phrase, justement, qui a été reprise d'ailleurs par plusieurs invités, dans une moindre mesure, Éric Nolot et Christophe Barbier, qui ont tous les deux sorti des pamphlets justement sur la gauche, sur la France insoumise, sur Jean-Luc Mélenchon, qui déclarent franchement que Jean-Luc Mélenchon est un personnage dangereux pour la République, que la France insoumise est un parti dangereux. Vous partagez aussi cet avis-là ? Ils sont de fait dangereux, encore une fois. Mais... Parce que c'est important de dire dangereux, ils sont dangereux, mais sauf qu'il ne faut pas tomber non plus dans... Voilà. Ils sont très dangereux, mais ceux qui sont au pouvoir ne sont pas issus de la France insoumise, et eux sont de fait aussi très dangereux. Toute personne qui participe à la submersion migratoire est quelqu'un de dangereux pour le pays. Voilà. De l'association de migrants, pro-migrants, aux militants d'extrême gauche, aux centristes au pouvoir qui n'ont pas de courage, ils sont dangereux. Le fait est que il arrive en quelle année le migrant qui a tué Philippine ? 2019 Qui est ministre de l'Intérieur à ce moment-là, c'est Castaner ou Darmanin ? C'est Castaner, 2019. Oui, c'est 2 ans après. Oui. C'est 2 ans après. Donc, Christophe Castaner est de fait responsable et quelqu'un de dangereux, puisqu'il a laissé sur notre sol ces gens-là. Sa première condamnation, c'est 2019 2019, dans la même année. À peine arrivé. Le ministre de la Justice, à ce moment-là, est quelqu'un de dangereux pour le pays. Et les personnes qui n'ont pas expulsé sont des gens dangereux. Voilà. Donc, il n'y a pas de mal à le dire. Ce qui est fou aussi, c'est que il a été, si je ne dis pas de bêtises, il a été mis sous OQTF là le 18 juin dernier, mais il est sorti de prison le 20 juin, donc en fait 2 jours après avoir reçu son OQTF, ce qui n'a aucun sens finalement. Enfin, c'est d'où le sujet du laxisme. C'est vrai qu'on l'avait sous la main. Oui, je sais pas si pour nos auditeurs, mais c'est qu'on avait cet individu dangereux. On sait qu'il y a des forts risques de récidive qui existent, et on le sait très bien, notamment quand il passe par la classe prison. On l'a sous la main. Et on ne l'expulse pas. On a tous les moyens, on l'a. Et c'est un Marocain, on a plutôt de bonnes relations dans ce qu'il apprécie avec le Maroc. En l'occurrence, c'est pas l'Algérie, parce qu'on pourrait expliquer que. Et on n'est pas foutu de l'expulser. Et d'autant qu'il lui restait encore deux années de prison à faire normalement. Puisqu'il en avait 7, on est en 2024. Si les calculs sont bons, c'est 2026. Vous êtes meilleur que nous en calcul. J'ai fait un peu de Bruno Le Maire. Non, je vois. Postulé, il y a de la place. On en parlait ce matin avec Jean-Frédéric Poisson, cette commission d'enquête réclamée par la France Insoumise sur les mouvements conservateurs anti-choix agissant dans le champ de la parentalité et de la famille. C'est un texte complètement lunaire dont on a lu un extrait ce matin. Ce qui porterait atteinte forcément à certaines associations comme le syndicat de la famille, la Manif pour la vie. C'est lunaire, je sais pas quoi vous dire. Je sais même pas quelle question vous posez en fait, ça se rigole. Pour te dire, avec Maud, donc le mardi, Maud me demande où on échange dans l'après-midi du sujet dont nous allons parler. Et je me dis, je pense que ce sujet est un sujet important. Et on n'avait pas encore la Philippine en tête. Donc c'est pour ça que, évidemment, vous m'avez proposé très justement ce matin de changer. Mais quand on voit les sujets que la gauche veut imposer et la réalité, mais on vit dans une autre galaxie. C'est-à-dire que on a des manifs pour tous, des marches pour la vie qui ne font de mal à personne, qui agitent des ballons, et qui sur le fond lancent des vrais sujets, des sujets de société, des sujets dont on doit débattre, qui sont des sujets importants. La marche pour la vie, on est d'accord, on n'est pas d'accord avec eux. Il y a 220 000 avortements par an. Ils veulent lancer le sujet. Je crois que c'est un sujet. Et chaque femme qui est confrontée à ce drame le sait. Et voilà, le syndicat pour la famille, c'est quand même des gens qui ont rassemblé des millions de personnes dans les rues sur des sujets de société extrêmement importants. Ils peuvent très bien dire, encore une fois, que c'est n'importe quoi. Mais c'est des sujets. Et de l'autre côté, on a des migrants sous QTF qui violent des femmes. Et on a la mairie de Marseille qui finance des associations pro-migrants. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte de ce paradigme, de cette déconnexion de la réalité qui est absolument folle. Enfin, c'est absolument lunaire. Ce que disait Jean-Frédéric Poisson ce matin, que Maud a invité, qui est intéressant, je pense, c'est aussi que par le biais de cette commission d'enquête parlementaire, les personnes qui la créent, donc je crois que ce sont donc, en l'occurrence les Insoumis, puisque la proposition de résolution a été votée par les 71 Insoumis, auront accès, s'ils le demandent, aux fichiers de ces associations. Et donc pourront avoir accès aux adhérents, Stanislas Rigaud, à faire un don, etc. Ils pourront ficher en fait les conservateurs, les personnes des mouvements pro-vie. C'est ça le vrai danger. Je pense que derrière tout est calculé. Pour ne pas se faire ficher, assumer. Il faut que chacun assume encore une fois ses idées. Bon, vous voyez, je veux dire, ils peuvent me ficher où ils veulent, me cataloguer je ne sais où. Je m'en fiche royal. Je pense que ici autour de la table c'est pareil, mais vous êtes cramé, Stanislas. Peut-être qu'il faut lancer un hashtag. Je suis pour la vie. Parce que certains pensent ça parfois et
Le fait est que je suis de fait catalogué. Ah bah oui, ça c'est sûr. Mais ça, ouais. je crois que c'est pas un sujet. Mais je Bien suis sûr. pas le plus extrême, etc. Mais pardon, mais dans ma vie de tous les jours, il faut le dire aux auditeurs de Radio Courtoisie, ça va très bien. C'est-à-dire que non, mais ça va très bien au sens où ma vie est loin. Au contraire, je pense que j'ai beaucoup plus d'opportunités aujourd'hui dans ma vie grâce à l'exposition dont j'ai pu bénéficier à l'occasion d'une présidentielle, etc., qu'avant. Et encore une fois, il y a 11 millions de personnes qui partagent nos idées. Il y a 7 millions de macronistes. Sur les 7 millions de macronistes, il y en a au moins la moitié qui pensent pareil que nous. Au moins. Au bas mot. Quand on leur parle, on le sait en privé. Ils ont des réflexes, les retraités, les bourgeois, de ne pas voter pour le... Bon, dans le fait, on pense pas qu'on est 15 millions au bas mot d'électeurs à penser la même chose. Et ben, il n'y a aucune raison de se cacher. Je peux vous assurer que si chaque électeur de droite ou chaque personne qui en soirée, avec une bière, nous expliquer la vie, nous fait « Ouais, en fait, le problème, c'est l'immigration, mais qui fait rien », je peux vous assurer qu'à la prochaine présidentielle, on gagne et très, très, très haut la main. Enfin, vraiment, c'est une question de courage et d'action. Hein. C'est pas de doute. Hein. On peut encore y croire, ça, une victoire vraiment de la droite parce que j'ai l'impression d'entendre ça en 2017, en 2022. Mais je suis d'accord, mais regardez. On a le droit d'avoir plein de différends avec tous les candidats de droite. Mais si à chaque fois qu'au second tour, il y avait cette personne de droite face à X candidat de gauche ou du centre, et toutes les personnes étaient capables de dire oui, dans ces 2 semaines d'élection présidentielle de second tour, on allait tous dans le même sens, on pourrait gagner. C'est pas, encore une fois, c'est très facile de commenter et de dire oui, un tel est nul, etc. Mais regardez, Zemmour, pardon. Je vous prends l'exemple de Zemmour, parce que c'est l'exemple que je connais le mieux. C'est bien gentil de dire après coup, une fois que la défaite a lieu, de dire il aurait dû faire ça, il aurait dû faire ci, etc. Mais vous avez fait campagne, t'as voté pour lui, t'es allé faire voter, t'as fait des procurations. Bon, bah écoutez, en tout cas, on en reparlera. Alors, j'ajoute juste très rapidement, la France va effectuer une demande d'extradition pour le migrant sous OQTF, principal suspect du meurtre de Philippines. On a appris ça tout à l'heure. On remercie Maëlys pour l'info. C'est Darmanin, en tout cas. Ouais. Bon, merci. Merci beaucoup, Stanislas Rigaud.